quelque chose s'apprête à transformer tout l'avenir de la côte ouest. Le littoral, les infrastructures, la carte entière. Les savants redoutent non pas un, mais deux séismes majeurs à venir, l'un déclenché par l'autre. Cette perspective n'était même pas envisagée par la plupart des gens, mais de nouvelles recherches bouleversent toutes nos certitudes. Durant des décennies, la faille de San Andreas et la zone de subduction de Cascadia ont été perçues comme deux monstres distincts, partageant simplement le même voisinage. Puissantes, certes, mais indépendantes. Or, les scientifiques estiment aujourd'hui que ces deux failles géantes sont mécaniquement liées, et que l'une peut littéralement entraîner l'autre à rompre peu après. Cascadia se déplace, San Andreas se déplace. San Andreas se déchire, Cascadia se déchire. Et les conséquences possibles de ce mécanisme sont, pour être franc, profondément inquiétantes. Les chercheurs ont mis au jour des indices, montrant que ce phénomène s'est produit au moins 10 fois au cours des 3100 dernières années. Séisme, pause, séisme. Ces traces proviennent de carottes de sédiments marins, véritables capsules temporelles extraites du plancher océanique. En étudiant couche après couche les dépôts du fond marin, ils ont identifié des doublets, des paires de strates de débris laissées par deux secousses majeures, survenues si proches l'un de l'autre que l'océan n'a presque pas eu le temps de se stabiliser entre elles. Cette découverte conduit à la jonction triple de Mendocino, le fauteur de troubles géologiques de la côte ouest. C'est là que trois plaques tectoniques s'entrechoquent et se broient comme des engrenages mal ajustés. C'est aussi le point de rencontre entre San Andreas et Cascadia, ce qui en fait l'endroit idéal pour la formation de ces doubles séismes. Les variations de contraintes provoquées par la rupture d'une faille traversent directement cette jonction et déstabilisent l'autre. Cela reste anodin lorsqu'il s'agit d'une étagère. Vous déplacez un livre, trois autres glissent. Mais si vous transposez l'image à un littoral peuplé de millions d'habitants, de villes entières et d'infrastructures vitales, l'idée devient aussitôt terrifiante. Pour de nombreux habitants de la côte ouest, la faille de San Andreas apparaît comme un problème californien, et Cascadia comme le problème de l'Oregon et de Washington. Mais lorsqu'on comprend que ces deux failles peuvent essentiellement se déclencher l'une l'autre, il ne s'agit plus d'un problème local, mais d'un enjeu continental. Un méga-séisme de Cascadia seul peut dépasser la magnitude 9, fracturer de 900 à 1200 km de plancher océanique et propulser un tsunami rugissant vers la côte Pacifique. Et cela pourrait n'être que le premier séisme. Quelques minutes plus tard, la faille de San Andreas cède en Californie du Nord. Les secousses se propageraient à travers l'État comme une fermeture éclair à travers une veste. Et si la rupture se produit dans l'autre sens, le scénario peut être tout aussi dramatique. Si San Andreas se rompt en premier, la redistribution intense des contraintes peut déstabiliser la zone de subduction de Cascadia. Le séisme californien survient alors avec bâtiments vacillants, autoroutes brisées et centrales électriques défaillantes. Puis, peu après, l'océan se retire en Oregon ou à Washington, déclenchant un compte à rebours de 20 minutes avant le tsunami. Une catastrophe en cascade. C'est le type de réaction en chaîne que l'on ne souhaite même pas voir dans un jeu vidéo, encore moins dans la réalité. Cette découverte révèle également un aspect troublant du tremblement de terre de 1700, celui qui engendra un tsunami si colossal qu'il frappa le Japon sans aucun avertissement. Les pêcheurs japonais qualifièrent cette vague de tsunami orphelin, car elle arriva sans secousse ressentie. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard que les scientifiques comprirent qu'elle provenait du nord-ouest du Pacifique. Mais jusqu'à récemment, nul ne savait si la faille de San Andreas avait également ressenti cet événement, et si elle avait pu glisser ou se déstabiliser à cette occasion. Ainsi, il est possible que l'ensemble de la côte ouest ait bougé de concert. Nous en arrivons au plus terrifiant. Tout cela ne relève pas du si, mais du quand. Les failles possèdent un rythme, une cadence, un battement de cœur géologique. Nous avons observé leur comportement sur des milliers d'années. Nous savons ce qu'elles ont fait. Et désormais, nous savons qu'elles peuvent agir en séquence. La crainte ne réside pas dans le premier séisme. La Californie en attend déjà un grand. La véritable inquiétude concerne le second. Celui qui survient avant que vous n'ayez pu vérifier l'état de vos proches. Avant que les secours ne se réorganisent. Avant le rétablissement de l'électricité et avant que la poussière ne retombe. Même si vous ne résidez pas sur la côte ouest, cela peut vous concerner. Les ports de Californie, d'Oregon et de Washington gèrent une part considérable des importations américaines. Les mettre hors service n'affecterait pas seulement le littoral. L'impact se ferait sentir dans tout le pays, voire dans le monde entier. Le prix des denrées alimentaires s'envolerait, les chaînes d'approvisionnement s'arrêteraient, l'essence se raréfierait et les délais de livraison deviendraient imprévisibles. Le monde est bien plus interconnecté que nous ne l'imaginions.
Et un double coup géologique sur la côte pacifique ne resterait pas un désastre local. Il se propagerait, étape par étape, dans la vie de chacun. Ainsi, les autorités doivent se préparer non pas à une unique rupture majeure, mais à deux. Plan d'urgence, itinéraire d'évacuation, délai d'intervention et conception des réseaux électriques, tout doit être revu. La nature nous a déjà montré ce qu'une seule rupture majeure pouvait infliger à une économie moderne. Cela s'est produit au Japon en 1995, le 17 janvier, à 05h46 du matin. Le séisme a frappé juste à la pointe nord de l'île d'Awaji, à seulement 20 km de Kobe, vaste métropole animée d'environ 1,4 million d'habitants à l'époque, avec 2,6 millions supplémentaires à Osaka à proximité. La rupture s'est propagée le long de la faille de Nojima sur près de 40 km, traversant le cœur urbain. L'île d'Awaji s'est trouvée déplacée jusqu'à 1,5 m. Cela peut sembler peu, mais de tels déplacements latéraux mettent en péril la stabilité de bâtiments entiers. Plus de 5000 personnes ont péri. 43 000 autres ont été blessés. Et près de 400 000 bâtiments ont subi des dommages irréparables. Cette catastrophe a touché l'une des plus importantes zones industrielles du Japon, et lorsque l'on perturbe un lieu de cette envergure, le choc ne s'arrête pas à la côte. Les pertes se sont élevées à 200 milliards de dollars, englobant infrastructures et bâtiments détruits, ainsi que la fermeture de nombreuses entreprises. Le port de Kobe s'est littéralement effondré. Seuls 30% des lignes ferroviaires Osaka-Kobe restaient opérationnelles. Une portion de la route nationale 28 a disparu dans le sol. Écoles, hôpitaux et bâtiments municipaux. 85% ont été endommagés ou rendus inutilisables. Des incendies se sont déclarés à travers Kobe, avec près de 300 foyers distincts, consumant l'équivalent de 70 pâtés de maison et coûtant la vie de 6 à 700 personnes supplémentaires. Près de 100 000 personnes ont quitté la région de façon permanente, soit 2,5% de la population totale en moins d'un an. Un détail marquant. Tant de ponts ont cédé que les ingénieurs ont été forcés de constater combien les anciennes conceptions géraient mal les secousses latérales. Les maisons aux lourds toits en tuiles, conçues pour résister aux typhons, se sont effondrées, car tout ce poids était placé trop haut. En revanche, les constructions postérieures à la révision du code de 1981 ont tenu. C'est ainsi que le Japon a compris l'importance cruciale de respecter des normes sismiques modernes. Le Japon a investi 58 milliards de dollars pour restaurer la région. Le courant est revenu en quelques jours. Routes et chemins de fer ont été remis en service en 5 à 7 mois, tandis que l'autoroute principale a nécessité 21 mois. Le port fut entièrement reconstruit en un peu plus de 2 ans, débarrassé de tous ses débris. En 15 mois, la production manufacturière retrouvait 98% de son niveau antérieur. Les commerces ont rouvert et en 1999, l'économie de Kobe atteignait environ 75 à 90% de ses niveaux pré-sismiques. Le Japon a totalement réorganisé son système de gestion des catastrophes. Création du Conseil national de gestion des catastrophes, réécriture des codes du bâtiment, amélioration de tout, des exercices d'urgence aux plans urbains résistants aux incendies, et mise en place du système d'alerte précoce des séismes, offrant ses précieuses secondes avant les secousses, système qui a sauvé d'innombrables vies depuis 2007. Mais malgré tous ces progrès, la région du Kansai repose toujours sur un terrain dangereux. Le système de faille de Rokko à Wajishima, celui qui avait cédé en 1995, demeure actif sous la région. Les séismes d'Osaka Nord de 2018 et de la péninsule de Noto de 2024 ont rappelé que cette menace n'a pas disparu. Elle attend simplement son tour. Un futur événement majeur sur ce système pourrait frapper encore plus violemment. La région étant devenue plus complexe, interconnectée et économiquement chargée. Ainsi, Kobe n'a même pas subi une rupture de faille double, mais elle a suffi à briser un important centre industriel, remodeler une économie nationale et modifier durablement les routes maritimes mondiales. C'est pourquoi, lorsque les scientifiques évoquent 2 failles liées déclenchant successivement des séismes en Cascadia et San Andreas, il n'est même pas nécessaire d'imaginer les conséquences. Nous avons déjà eu un avant-goût en 1995.